Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons CIGEO, acronyme de Centre industriel de stockage géologique. De quoi s'agit-il ? La question est légitime puisque la réponse ne figure pas dans le titre tant ses promoteurs sont coutumiers de l'artifice sémantique. Car dit comme ça, CIGEO fleure bon l'étude marketing et quoi de plus inoffensif qu'un stockage ? En réalité, derrière ce titre anodin se cache le projet de l'immense poubelle de déchets radioactifs produit par l'ensemble des installations nucléaires françaises. Une poubelle nucléaire que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, tente d'imposer à Bure, dans le département de la Meuse, en région Grand Est, en raison de prétendues caractéristiques du sous-sol. Avec nous, le président de l'association EODRA, l'association des élus du Grand Est opposée à l'enfouissement des déchets radioactifs. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Jean-Marc Fleury, bonjour. Bonjour. L'objet de l'association que vous présidez est dans le titre, mais encore. Alors on est une association donc d'élus, donc on a créé cette association pour s'ouvrir des portes. On nous a semblé que c'était plus intéressant pour des élus, que ce serait plus facile de rencontrer des élus, simplement, d'élus à élus. Ensuite on fait aussi réunion d'information, donc on va là où on nous demande d'aller et où on arrive à se faire inviter. On organise aussi bien sûr des manifestations contre le projet de Bure, de CIGEO, stockage des déchets radioactifs en couche profonde. Et puis pour finir, eh bien, on est aussi au CLIS de Bure. Moi je suis représentant de l'association CLIS de Bure. Le CLIS, Jean-Marc Fleury. Comité local d'information et de suivi. Combien de membres aujourd'hui, combien d'élus aujourd'hui et d'anciens élus dans l'association EODRA? Alors si je ne dis pas de bêtises, on doit être 33 à jour élus, à jour de cotisation et une petite dizaine de mairies, de communes qui sont adhérentes aussi, les collectivités peuvent adhérer. Depuis ses débuts, l'industrie nucléaire fait preuve d'une insupportable opacité. Nous sommes avec vous, Jean-Marc Fleury, pour dire des choses. Alors justement. Parlons-en. Depuis qu'elle existe, l'industrie nucléaire donne le sentiment de nager en eau trouble. Les efforts d'explication d'aujourd'hui ne suffisent pas à rassurer les populations. Un récent sondage de l'Union européenne révèle que les 3/4 des Européens ne croient pas ce que lui raconte l'industrie nucléaire. Au cœur de cette crise de confiance, la peur des déchets radioactifs. Alors parlons-en. Ces images, tournées en juin 2000, ont choqué l'opinion publique. Elles ont révélé le problème que posent les déchets nucléaires. Certains fonds marins sont tapissés de fûts radioactifs éventrés. Que contenait-il exactement ? Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Cet extrait du documentaire intitulé « Déchets, le cauchemar du nucléaire, une enquête de Laure Noila et Éric Guéret, diffusé sur Arte en 2009, fait froid dans le dos et résume à lui seul l'attitude de l'industrie nucléaire concernant la gestion des déchets. Comment naît le projet de poubelle nucléaire à Bure, en Meuse, Jean-Marc Fleury ? Alors c'est un projet qui est ancien, puisque les pouvoirs publics cherchent à enfouir depuis les années 80, on va dire. Et puis au départ, il n'y avait pas la manne financière, il n'y avait que ce projet d'enfouissement. Donc les populations locales, les élus locaux, tout le monde était contre. Donc il y a même eu des manifestations importantes d'ailleurs avec les pouvoirs publics, les forces de l'ordre. Donc plusieurs fois ça a été repoussé parce qu'il n'y avait pas d'information, tout ça se faisait effectivement dans l'opacité. Donc quand les pouvoirs publics se sont rendus compte que c'était sans issue, Michel Rocard à l'époque qui était Premier ministre a déclaré un moratoire, puis ils ont réfléchi à comment il serait plus simple d'arriver à faire accepter ça. Et cette recherche d'acceptation, on pourrait dire sociale, voire sociétale, est le résultat d'une véritable stratégie. Oui, tout à fait. C'est vraiment les tenants des expériences précédentes qui a fait ils sont vraiment arrivés à ces solutions-là. Donc ils se sont dit de l'argent, un laboratoire. C'est moins effrayant qu'un stockage. Tout un travail sur la sémantique, le sens des mots. Ouais, le sens des mots. Donc le laboratoire, l'argent, bien sûr, l'argent, et puis la possibilité, enfin on a fait miroiter un développement possible autour de tout ça, quoi. Et avec ces éléments-là, on a réussi à
faire lever le doigt, si je puis dire, à quelques départements, parce que c'était aussi un appel au volontariat. C'était aussi la différence fondamentale avec ce qui s'est passé au début. Et donc, on a eu des départements, dont la Meuse et la Haute-Marne, qui se sont portés volontaires. On avait 4 départements, dont nos 2 départements. Les 4 départements que vous évoquez, Jean-Marc Fleury, en fait, on les découvre lors du journal de 20h. C'était même précisément le 20 février 1987. Oui, alors là, c'est pareil, pas d'information. Il n'y a vraiment eu aucune information sur tout ça. Et tout ça s'est fait dans l'anonymat, dans la discrétion, la plus pure discrétion. Et c'est comme ça que Christian Bataille est arrivé en Meuse, au Conseil général. Alors, il faut lui rappeler, Jean-Marc Fleury, qui est Christian Bataille ? Alors, Christian Bataille, c'est un député socialiste de PS, qui s'occupe de questions nucléaires, enfin, qui se veut être la référence en termes de nucléaire. Et donc, c'est lui qui a géré un peu toutes les lois successives sur le nucléaire. Donc, la première a été la loi de 91, donc on a appelé loi Bataille en plus, Et donc là, ils offraient 3 possibilités aussi, 3 voies de recherche possibles, donc d'où le laboratoire. Donc on laissait espérer aussi, donc ça pourrait être autre chose que l'enfouissement. Ce terme de laboratoire est un véritable camouflet. Vous le disiez à l'instant, Jean-Marc Fleury, tout ça c'est un travail de sémantique pour noyer le poisson, faire croire aux gens, et c'est annoncé en tant que tel par l'Agence de gestion des déchets nucléaires comme étant un lieu d'expérimentation, mais en aucun cas on ne parle d'enfouissement à ce moment-là. Non, absolument pas. Là, ce qui est fort, ce qui est clair, c'est qu'il faut voir, il y a eu un rapport qui a été remis au pouvoir public et dans lequel les gens qui ont travaillé là-dessus disaient que finalement le plus important, c'était pas le sous-sol, c'était l'acceptabilité des populations locales. Donc c'est vraiment, s'il y a une chose qu'on étudie, localement à Bure, c'est bien la réaction de la population. Le reste, on s'en fiche. Le sous-sol, on s'en fiche. Parce que si on avait voulu s'occuper du sous-sol, on aurait insisté pour enfouir dans les premiers sites où on a cherché. Parce que là, les premiers sites, on était parti sur des pertinences géologiques, j'allais dire. Là, il n'y en a plus maintenant, puisque tous les sites, les meilleurs sites, j'allais dire, on dit non. Donc après, il fallait un site où la population dise oui. Et là, vous le disiez à l'instant, cette démarche de sélection du site soi-disant approprié repose d'abord sur du volontariat des collectivités locales. Évidemment, c'est beaucoup plus facile d'imposer quelque chose à quelqu'un qui le demande. Oui, il y a eu donc un appel à candidature, si je puis dire, et puis donc les 4 départements, Meuse, Haute-Marne, donc ça a fait un site puisqu'on était voisins, et puis il y avait le Gard et la Vienne à l'époque. 4 départements. Ça veut dire, Jean-Marc Fleury, dans ces autres départements, la réaction a été plus vive, plus résistante ? Non, pas du tout. Ça a été un choix qui a été fait parce que les autres départements... Le Gard ne voulait pas trop avec les viticulteurs, en termes d'image, ils n'en voulaient pas beaucoup. Ça, nous en reparlerons un peu plus tard. Donc le Gard, c'est assez vite désisté, on va dire. Par contre, la Vienne, alors avec M. Monory, était complètement partante. Et la Vienne voulait absolument avoir ce stockage. Elle était vraiment intéressée. Sauf que là, le sous-sol était tellement pourri, j'allais dire, que ils ont dit il faut quand même pas pousser, et c'est pour ça que ça a été ce département n'a pas été retenu. Et finalement, Meuse-Haute-Marne, c'était intéressant parce que c'était 2 départements et le site de Bure était à la limite des 2 départements et même de 2 régions à l'époque. Donc, si on résume la démarche et cette stratégie d'acceptabilité, c'est d'abord faire appel au volontariat des collectivités locales. Ensuite, c'est des appâter avec des fonds d'accompagnement. On verra avec vous, Jean-Marc Fleury, qu'ils sont conséquents. Et puis, vous disiez encore une fois, présenter le projet comme un simple laboratoire. Votre propos, Jean-Marc Fleury, est résumé par le journaliste Bernd Kramer, co-auteur avec Camille Cessé, de La descente aux enfers nucléaires, paru aux éditions L'Esprit frappeur en 2004. Il nous rappelle pourquoi Bure a été retenu pour accueillir la poubelle nucléaire. C'est le dernier endroit qui a été choisi, puisque les autres endroits à travers la France ont tous été contestés, et contestés par les populations elles-mêmes. C'est l'un des bleds paumés de France où il y a 7 habitants au kilomètre carré. Donc même si l'endroit aurait pu être contesté, il n'y avait pas beaucoup de gens pour le contester. Les départements concernés par le laboratoire de Bure bénéficient chaque année de fonds d'accompagnement versés par 2 groupements d'intérêt public, et ce depuis 1999. Depuis 2010, les sommes versées à la Haute-Marne et à la Meuse sont passées à 30 millions d'euros par département, une somme plutôt alléchante. Le financement provient principalement des 3 plus gros producteurs de déchets radioactifs, EDF, Areva et le CEA. Si on est obligé, pour faire passer son message, d'arroser les territoires environnants, notamment des territoires très pauvres, en leur promettant des piscines, en leur promettant des bibliothèques et des stations de pompiers,
et demain peut-être des éoliennes, c'est une façon aussi de montrer qu'on n'est pas très très rassuré sur l'acceptabilité du projet. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous entendions également la voix de Céline Knidler, réalisatrice du reportage intitulé « À Bure, le nucléaire touche le fond », diffusé sur Terre TV, dont est tiré cet extrait. La poubelle nucléaire de Bure, la faute aux élus, Jean-Marc Fleury? Oui, si on a ce projet chez nous, c'est bien parce que les élus ont levé le doigt, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout parce qu'ils se sont focalisés uniquement sur l'argent. Lever le doigt pour dire moi, je veux surtout cet argent. Et quand on prend les débats du Conseil général de la Meuse, alors je ne sais pas ce qu'il y en a pour la Haute-Marne, parce que je m'en suis moins occupé à l'époque, mais sur la Meuse, j'ai lu les débats, il n'y a pas une question sur la problématique des déchets nucléaires. Toutes les questions posent sur l'argent. Est-ce que moi aussi, j'aurais du pognon? C'est-à-dire que l'élu qui était dans le Nord meusien voulait savoir si lui aussi, il aurait sa part du gâteau. Et à partir de là, ils ont tous été d'accord. Donc vote unanime en Meuse. Et je crois qu'en Haute-Marne, il y a eu 2 abstentions. On peut dire, Jean-Marc Fleury, que ce n'est rien d'autre que de l'achat de conscience? Oui, complètement. En tout cas, c'est l'achat d'une région, c'est l'achat d'un département, c'est l'achat d'un territoire. En tout cas, même pire que ça, je dirais que c'est la vente par les élus du territoire. C'est même pire. Parce que finalement, que l'État achète encore, vous me direz, bon, on est dans un état de droit, mais que les élus vendent. Parce que c'est ça qui s'est passé finalement. Ce sont les élus qui ont vendu. Et là, c'est impardonnable, quoi. C'est impardonnable. D'autant plus qu'ils l'ont fait en secret. C'est-à-dire en secret? Eh bien, ils ont rencontré donc, Christian Bataille, dont on a parlé précédemment, et ils l'ont rencontré en secret. C'est-à-dire que c'est pas une séance publique, c'est une séance privée du Conseil général. Et là, ils ont discuté. Donc, Bataille a présenté ce laboratoire, mais surtout présenté les fonds d'accompagnement et toutes les questions. Je vous le dis, hein, j'invite les auditeurs à se reporter au débat. Hein, et ils verront là qu'il n'y a pas une question sur le fond. Toutes les questions portent sur les fonds d'accompagnement. Combien je touche, moi, et combien j'aurai. Il aurait fallu peut-être une petite souris pour essayer de comprendre et d'imaginer le débat, pour peu qu'on puisse qualifier ça de débat, en tout cas de tractation. Oui, c'était plus des tractations, je suis assez d'accord qu'un débat. En tout cas, tous les élus, là, ont vu, j'allais dire, une solution au problème du département vieillissant, en perte de vitesse économique, département rural. Donc, ils sont, comme ils avaient à peu près depuis des décennies, hein, ils étaient arrivés à un constat d'échec puisqu'ils n'arrivaient rien à développer. Ils se sont peut-être dit, là, c'est une opportunité pour un développement, mais on en reparlera plus tard. Quelles sont les sommes en jeu à ce moment-là, Jean-Marc Fleury? Alors, les sommes sont au départ de 10 millions d'euros par département. Et aujourd'hui, on est passé à 30 millions d'euros par département. Donc aujourd'hui, c'est 60 millions d'euros par an pour la Meuse et la Haute-Marne. Sur la base de projets proposés qui aient du sens en termes de développement territorial, ou est-ce que ce sont des vannes qui s'ouvrent et des millions qui tombent? Non, c'est ça, c'est exactement ça, c'est des millions qui tombent. Le bon exemple, c'est la commune de Gondrecourt. Vous passez dans la commune de Gondrecourt-le-Château, vous allez voir, il y a une médiathèque, il y a des passerelles au-dessus de l'Ornain, on ne sait plus quelle passerelle emprunter tellement il y en a, j'exagère, mais c'est quasiment ça. La place d'Hôtel de Ville qui est terrible, et malgré tout, à Gondrecourt-le-Château, il n'y a rien, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'enfants, bientôt il n'y aura plus d'école, plus de collège, et ça, tous nos élus ne se rendent pas compte que finalement, autour de cette installation de Bure, on va vouloir faire le vide. Parce que moins il y aura de monde et plus ça sera simple à exploiter, j'allais dire. Donc voilà, des gens comme le maire de Bure, les maires de Saudron ne se rendent même pas compte que leurs villages vont disparaître, quoi. Moi, je suis persuadé que Bure et Saudron, à l'horizon de quelques années, quelques décennies, ça sera fini, il n'y aura plus de village. Qui ira vivre à 100 mètres d'un stockage de déchets nucléaires? C'est pas possible, c'est pas pensable. Pour autant, on a les élus qu'on mérite, non? Oui, alors c'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit et c'est malheureusement une triste réalité. Je voulais aussi dire que sur l'argent, il n'y a pas seulement les départements qui touchent, mais aussi les communes des 10 km, ce qu'on appelle le périmètre des 10 km. Donc si on prend Bure, on trace un cercle de 10 km et ces communes-là, qu'il y en a une vingtaine, en Meuse et en Haute-Marne, touchent aussi de l'argent. Et comme ces communes-là étaient aussi très rurales, puisque Bure, c'est 6 habitants par kilomètre carré, hein, donc elles avaient peu de revenus, et donc elles avaient même du mal à financer leurs projets. C'est-à-dire que sur un investissement communal, vous devez apporter 20% d'apport communal pour pouvoir bénéficier de 80% maximum de subventions. C'est la loi. C'est la loi. Et ces communes-là n'avaient pas les moyens de mettre les 20%. Donc finalement, on avait beau vouloir leur donner de l'argent, on ne pouvait même pas leur donner l'argent, puisqu'ils n'avaient pas la mise de fonds à mettre. Alors on a trouvé un subterfuge, si je puis dire, on leur a donné maintenant de l'argent par habitant. Alors, je n'ai pas la somme exacte, là, mais c'est dans les 500 € par habitant et par an.
Donc là, tout de suite, vous voyez le système, on leur donne la capacité de s'autofinancer, et puis derrière, il y a la subvention 80%. Et derrière ça, ils font une rénovation de lavoir, de ceci, de cela. Mais j'allais dire, à quoi ça sert d'avoir des trottoirs en or si il n'y a plus personne pour marcher dessus ? Je crois que c'est ça la question qu'il faut se poser. Le rôle d'un élu, c'est de développer son territoire. C'est pas de le faire mourir, même si ça brille, quoi. Ça sert à rien. République bananière, Jean-Marc Fleury ? En tout cas, méthode de République bananière, oui, méthode, c'est sûr. Et puis, derrière ça, quand même, dès le départ, quand même des opposants qui exprimaient toutes ces réserves, et on n'a pas voulu les entendre. Hein, les pressions des élus, aussi pression du Conseil général, puisqu'il y avait un représentant du Conseil général à chaque fois que les conseils municipaux se prononçaient sur le projet. Gouverner, c'est prévoir, disait au XIXe siècle Émile de Girardin. C'est une ritournelle à refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère, presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? On nous dit c'est complet, c'est plein, on ne sait déjà pas que faire. Des sans-papiers, des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres. C'est facile de tendre la main, où s'arrêtera la surenchère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Pas de quoi, dit-on, en faire un foin, d'hurler à la chasse aux sorcières. Qui n'a pas son lot de pépins, de tracas et de vents contraires. Chacun chez soi, c'est plus serein, faut se méfier des chiens qui errent. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Paraît que d'ailleurs les bohémiens, c'est dans leur gène le goût de l'air. Que leur liberté, ça ne vaut rien que le prix d'un vol en charter. Qu'il y a des lois, c'est bien le moins, même sur une terre hospitalière. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Bien sûr, tout le monde convient qu'il y a de pires gangsters que ces ramassis, ces vauriens, voleurs de poules, de pommes de terre. Pour les plus eux, pas moyen, ils n'ont pas de compte bancaire. Et c'est pour ça que c'est plus humain de les reconduire aux frontières. C'est une ritournelle à refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières, nous demande l'auteur, compositeur, interprète belge francophone Marc Plissard, alias Geoffroy, dans cette chanson intitulée Frontières, parue sur l'album Cabiac sur Terre, sorti en 2011. Et où vont les déchets nucléaires? C'est ça la raison du choix de ce titre, Jean-Marc Fleury? Oui, c'est ça. C'est aussi pour montrer que quand on croit avoir des solutions simples, toutes faites, finalement, ça peut paraître la solution, mais si on réfléchit un peu, on se rend bien compte que ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on a oublié des choses dans la réflexion. Il n'y a pas de solution comme ça instantanée. On parlera des perspectives et des solutions un peu plus tard avec vous, Jean-Marc Fleury. Pour autant, pour vous, on a presque envie de dire que c'est évidemment, on sait bien que plus la fusée est énorme, plus ça passe. C'est véritablement cette course à l'argent, cette manne financière, ces vannes qui s'ouvrent, qui finalement, on aurait pu installer n'importe quoi à Bure, pourvu que nous ayons des sous. C'est un peu ça, hein, c'est même complètement ça. C'est-à-dire que les élus là sont entrés en se disant, voilà, on a 10 millions au début, on en veut plus, donc aujourd'hui ils en ont 30, et puis demain ils vont peut-être en demander un peu plus. Mais la problématique, j'allais dire, c'est que comme ils ne sont pas occupés de la vraie problématique, c'est-à-dire l'enfouissement des déchets nucléaires, finalement ils ne savaient pas ce que ça valait.
Donc j'allais dire, entre guillemets, ils n'ont même pas été fichus de bien vendre notre département. Ils l'ont bradé. Ils l'ont bradé parce qu'ils ne sont pas allés au fond. Donc ils ne savaient pas du tout qu'est-ce qui était. Donc aujourd'hui, peut-être qu'ils commencent à s'en rendre compte et donc ils pleurent. Ils pleurent de l'argent, plus d'argent. Ils pleurent aussi sur le développement, puisque depuis 20 ans, il devait se passer des tas de choses et il ne s'est encore rien passé. Donc là, on pleure sur le développement, mais on en reparlera un peu plus tard. On est à quelle période, à quel moment, lorsque on annonce la création, on parlait à l'époque de laboratoire, on parle d'ailleurs toujours de laboratoire, tout le monde sait qu'en réalité c'est une poubelle nucléaire. On est à quelle période, Jean-Marc Fleury ? Là, on est en pré-phase industrielle, j'allais dire. Là, ça va partir maintenant. Mais à l'époque, au moment où précisément les élus se frottent les mains de ce chèque de 10 millions d'euros. Donc nous, c'est en 93, la délibération du Conseil général, et puis ça commence en... Oui, donc ils ont touché de l'argent très rapidement à partir de 94. Alors les premières sommes d'argent étaient données aux associations. L'Andra a saupoudré, on va dire. Donc l'Andra a donné de l'argent même aux assos directement. Il y a des assos qui avaient directement. Et donc ça, c'était inadmissible, par contre, c'est totalement inadmissible. Moi, un jour, j'ai posé la question au député Jean-Louis Dumont, je lui ai demandé quel était le fondement, d'où venait finalement, quelle était l'origine de ces fonds d'accompagnement. Il ne m'a jamais répondu, j'ai jamais de réponse, j'attends toujours aujourd'hui la réponse. Et on peut se poser la question vraiment de savoir, finalement, quand on vous propose autant d'argent pour une installation industrielle, habituellement, c'est le contraire. On demande aux collectivités locales d'accompagner. Absolument. Et de donner de l'argent. Et là, pour une fois, on proposait beaucoup d'argent pour accepter une industrie. Donc, il fallait peut-être se poser quelques questions. Et personne ne se la pose à ce moment-là ? Non, personne, absolument personne. Leur argument, c'est vraiment, c'est qu'un labo, quoi. C'est qu'un laboratoire. Donc, on pourra toujours revenir en arrière. Comment on peut penser revenir en arrière alors qu'on touche tellement d'argent ? Pour autant, on commence quand même à cette époque-là à se poser des questions sur le nucléaire. On a quand même déjà la télévision, on a des émissions, on en parle. Vous êtes le président, Jean-Marc Fleury, de l'association des élus Grand Est opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs. Vous n'êtes pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Il y a des collectifs de citoyens, il y a beaucoup de choses. Mais je vais vous prendre un exemple d'un souvenir qui me revient là. On a été auditionné par le Conseil général 55 au tout début, donc en 95 ou 96, Meuse. Et cette audition, elle s'est passée que c'était nous qui étions invités pour être normalement entendus, écoutés et on nous avait invités là des scientifiques lorrains, je me souviens très bien, ce sont les scientifiques lorrains qui ont tenu le crachoir pendant la grande majorité de la réunion, et nous finalement on voulait pas qu'on s'exprime, donc moi je me souviens très bien avoir pris la parole là, et j'ai une prise de bec avec le président du Conseil général à l'époque parce que c'était inadmissible. Enfin, je lui ai dit, vous vous fichez de nous, quoi. Vous nous faites venir pour qu'on nous entende et on nous entend pas. Vous faites tout il m'a même coupé le micro. Je veux dire, il a coupé mon micro. Bon, ce qui m'a pas empêché de continuer à m'exprimer. Mais je veux dire, on se demande où on est, quoi. Comment on vit ça en tant qu'élu ? Vous étiez à ce moment-là élu. Comment est-ce qu'on le vit, j'allais presque dans son fort intérieur ? Voilà, au niveau vraiment personnel. Pour moi, c'est à pleurer, parce que c'est pas le rôle d'un élu, enfin, c'est pas tel que je le vois. Pour moi, un élu, il doit défendre son territoire, il doit faire en sorte que ce territoire se développe, je dirais, avec ses atouts. Naturellement, on avait des atouts dans ces départements. On a quand même 2 beaux départements qu'on va massacrer, là. Et franchement, pour moi, c'est à pleurer, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle aujourd'hui à faire, Jean-Marc Fleury, avec la pseudo-condamnation de l'actuelle directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde ? Ouais, c'est un peu du même tonneau, quoi, parce que tout le monde a fait le rapprochement. Vous piquez une pomme parce que vous avez faim, parce que vous n'avez pas mangé, et vous allez faire de la prison. Et puis là, vous gaspillez l'argent public et finalement vous êtes condamné, mais vous n'avez pas de peine. Enfin, il faut qu'on m'explique, quoi. Là, c'est pareil, je comprends pas. Alors précisément, au nom de la cohérence, d'autres départements, vous le disiez en début d'entretien, Jean-Marc Fleury, ont en leur temps refusé la poubelle nucléaire que l'on tente désormais d'imposer en Meuse, à Bure. L'Aube a déjà beaucoup donné. Ce que je souhaite, c'est que le lieu où ça va s'implanter soit un lieu où il y ait consensus, mais aussi où il n'y ait pas de dissémination un peu partout. 2 communes pourraient être remises en course et qui seraient dans le parc de la Forêt d'Orient. Et là, je veux le dire très clairement, nous ne sommes pas favorables, le Conseil général n'est pas favorable à l'implantation de ce centre dans les communes du parc, puisque c'est contraire à la charte qui a été signée par les communes du parc à l'unanimité. Moi, je demande à ce que soit étudiée en réalité l'extension des sites existants dans le canton de Soulaine
parce que le département de l'Aube ne peut pas avoir son territoire mité un peu partout. Dans tous les domaines, on essaye de ne pas faire de mitage. Eh bien, je demande qu'on ne fasse pas non plus de mitage dans ce domaine-là et qu'on ne soit pas incohérent avec l'image du parc de la Forêt d'Orient qu'on essaye de construire à l'heure actuelle. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était Philippe Adnaud, sénateur de l'Aube depuis 27 ans et président du conseil général puis du conseil départemental de l'Aube depuis 26 ans, dans un reportage diffusé en 2009 sur Canal 32, une chaîne de télévision généraliste locale qui émet sur Troyes et le département de l'Aube. On voit qu'ailleurs, les élus ont pris la mesure de l'impact du nucléaire en termes d'image, Jean-Marc Fleury. Alors oui, l'Aube est un bon exemple, puisque dans l'Aube, il y a déjà un stockage de déchets nucléaires qui est sous l'Aisne. Et là, on voit très bien que c'est ce département qui a accepté ces déchets n'en voulait pas d'autres. Il ne voulait pas d'autres sites parce qu'il ne voulait pas devenir, j'allais dire, le département des déchets nucléaires. Mais simplement, aujourd'hui, c'est plus vicieux que ça, puisque finalement, on n'a pas réussi à trouver ailleurs que pas loin de Soulaine, finalement. Bure, c'est pas loin. Sauf que c'est pas le même département. Sauf que c'est pas le même département, mais maintenant, c'est la même région. Et oui. Et à l'époque, c'était encore même pas la même région. Donc, on voit bien que le souci là, du président du conseil général, à l'époque, on voit bien qu'il a un souci là, d'image. Et puis, finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, il s'est trompé lui aussi, puisqu'il a repoussé ça à l'extérieur de son département, mais tellement proche. Donc c'est plus un département, c'est vraiment l'image d'une région. Et c'est l'image de la région Grand Est qui est là, j'allais dire dénaturée, enfin qui va être dénaturée. Ouais. Alors précisément, on voit maintenant avec la région Grand Est, Jean-Marc Fleury, bien sûr, le Champagne de renommée internationale. Secteur économique gigantesque, évidemment le vin blanc d'Alsace, bien sûr, le tourisme, on sait aussi que la Lorraine a peine un peu dans ce domaine-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que la Meuse et puis par extension la Haute-Marne, finalement le Grand Est deviennent pour le reste du monde cet endroit où on stocke les déchets nucléaires ? Oui, je pense que c'est ce qui va se passer si on continue à accepter tout ça. D'ailleurs, on voit bien avec le développement, on reparlera tout à l'heure de ce qui est proposé autour de Bure. Donc on voit bien la complexité là, et on voit bien aussi une nouvelle fois que le sous-sol, finalement, rien à voir. Le sous-sol, on s'en fout. C'est pas le sous-sol, bien sûr, c'est bien. Ce qu'on nous a fait croire. Oui, c'est bien les élus qui sont en cause, les élus et les populations. Donc moi, j'espère toujours un sursaut des populations, et puis j'espère toujours que les populations vont finir par dire non. Peut-être que le meilleur moyen déjà de dire non, ça serait de les virer aux prochaines élections. Mais bon, ça appartient aux citoyens. Et souvent, le citoyen, quand il vote, il vote sur un ensemble de choses et pas sur un sujet. Mais je crois que là, ce sujet prend tellement d'importance localement dans nos départements qu'on devrait se poser la question quand même de savoir si parfois des élections chez nous ne devraient pas ressembler à des référendums. Les industriels ont peut-être davantage réagi, plus précisément que les élus. On pense bien sûr aussi aux eaux de Vittel contre Aix-Ville. Ce sont des marques, de véritables marques qui s'accommodent assez mal du logo et du visuel attention danger nucléaire, Jean-Marc Fleury. Oui, bien sûr. Alors les Vosges, c'est encore un autre exemple, puisque les Vosges, c'est tout près de Bure. Les Vosges, c'est à 10-15 km à vol d'oiseau, les premiers villages. Et puis les Vosges ne touchent rien. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas de fonds d'accompagnement, ils ne touchent pas d'argent. Donc là, je ne comprends pas non plus pourquoi les élus vosgiens ne montent pas au créneau pour dire stop, arrêtez vos conneries, ou alors qui réclament ce qu'il leur est dû. Parce que pourquoi finalement on accompagne des gens qui sont au nord meusien et qui sont à 120, très loin de Bure, et puis ceux qui sont tout près à proximité, là, ils n'ont rien. Donc là, il faut qu'on m'explique. Alors, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on a déjà mesuré cet impact négatif aujourd'hui, à la fois sur l'immobilier d'industrie, les produits régionaux, le tourisme ? Oui, nous, au tout début de ce projet, quand on s'est créé en association, on ne connaissait pas vraiment la problématique non plus, il faut bien reconnaître. Et donc, le premier travail qu'on a fait, on a confié à un étudiant donc un travail qu'on voulait qui balaye un peu tous les sujets. Et parmi le sujet, le thème de l'image, lui, à l'époque, d'après toutes les compilations qu'il avait pu faire, toutes les choses qu'il avait pu regarder, il nous avait dit, il a écrit d'ailleurs dans son document que le déficit en termes d'image, c'était sur un périmètre, environ 150 km à la ronde. Donc là, on voit bien, 150 km, c'est effectivement toute la région Grand Est, c'est une évidence. Ce qui est étonnant, c'est que le nom même de Bure, qui est par ailleurs très facile à retenir, n'est pas encore été changé. Après tout, on l'a bien fait après la guerre en Moselle, où on a transformé, par exemple, au hasard, le nom de la commune de Groß-Bliedersdorf, ce qui avait du sens, en Groß-Bliedersdorf, ce qui nous emmène directement en Sibérie orientale. Finalement, est-ce que c'est pas encore une carence là de l'Andra de se dire, mais Bure
Bure, ça sonne dans toutes les langues dans le monde entier. Oui, et puis maintenant, alors Landra s'est peut-être rendu compte de ça, et on dit c'est plus Bure qu'il faut lire, c'est CIGEO, mais CIGEO ça veut rien dire, et Bure maintenant ça parle à tout le monde, et donc nous bien sûr on continue à dire Bure et pas CIGEO, parce que CIGEO ça veut rien dire, mais Bure ça veut dire quelque chose, et Bure c'est physiquement, géographiquement c'est calé quoi. C'est chez nous. Est-ce que l'activisme bien connu des Alsaciens, notamment contre la centrale de Fessenheim, appuyé aussi par les écologistes allemands, on sait bien aussi que là aussi le mensonge d'État n'a pas à traverser les frontières grâce à l'allemand que comprennent bien sûr les Alsaciens. Est-ce qu'on peut imaginer que la fusion, la région Grand Est et la présence des Alsaciens puissent prêter main forte comme ça aux opposants à la poubelle nucléaire de Bure, Jean-Marc Fleury ? Oui, je crois qu'il faut qu'on continue nous à informer, à rencontrer tous ces gens-là, à leur expliquer justement quelle est la problématique. Il me revient à l'esprit là qu'on avait nous donc voulu faire une étude très rapidement, une étude d'impact économique à l'époque. Et donc on avait contacté les deux régions, Lorraine et Champagne-Ardenne, c'était donc avant. Et on avait demandé une seule chose, c'est que l'étude soit autonome, enfin indépendante. C'est le mot que j'ai cherché. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'étude n'a pas du tout été indépendante, elle a été faite quand même. Donc à un moment on a dit stop, c'est pas la peine puisque vous avez juste trouvé un cabinet qui bosse avec Landra. L'étude a quand même été faite, elle a coûté 90 000 € à chaque région. Elle n'est jamais sortie. Elle est dans les tiroirs des régions Lorraine, Champagne, Ardennes. Elle n'est jamais sortie, elle a coûté 180 000 €. Voilà, c'est lamentable. La manne financière est évidemment la principale motivation du maire. Ce site de stockage permettrait de multiplier par 6 le budget communal annuel. Une aubaine pour cette ville située en zone de revitalisation économique. L'idée est de saisir cette opportunité. On a déjà eu des occasions par le passé que l'on n'a pas saisies. Je pense par exemple à la prison qui aurait dû s'installer à Herville-Châtel, qui s'est installée à Vinox. C'était une opportunité très importante, énorme, je dirais, pour le canton. On ne l'a pas saisie. Donc ça pourra apporter déjà minimum 65 ménages nouveaux. Ça fait des maisons à construire, ça fait du travail pour les artisans, du travail pour les commerçants, la confortation des écoles, des services publics, des médecins, des professions libérales. Voilà, un essor économique et social de la commune et des environs. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Il doit vous exaspérer le propos du maire d'Auxon. C'était alors Jean-Louis Caillé, extrait d'un reportage diffusé en 2008 sur Canal 32, déjà cité, Jean-Marc Fleury. Alors, c'est pas de l'exaspération, puisque j'ai choisi ce terme et cette intervention. Je trouve qu'elle montre très bien finalement quel est le raisonnement des élus. Et là, alors, ça fait sourire aussi parce que monsieur le maire dit on a raté une opportunité qui était une prison. Et finalement, il en rate une deuxième qui est un stockage chez nucléaire. Vous voyez tout le côté positif là, du développement. Donc ces élus, ils veulent développer à tout prix leur territoire. Alors finalement, quelque part, ils ont cette envie de développer, mais là où ils ne se posent pas assez de questions, c'est qu'ils ne vont pas plus loin. C'est-à-dire, s'ils allaient un peu plus loin, ils se rendraient compte que rien ne peut se développer autour de Bure que Bure, quoi. Vous n'aurez pas autre chose que du nucléaire. Il faut quand même savoir qu'on est dans des régions où il n'y avait pas de nucléaire, on n'avait rien en nucléaire, et là maintenant on commence à en avoir partout, quoi. Parce que Bure, en fait, devient une espèce de point de cristallisation d'autres activités qui gravitent autour du nucléaire. Bien sûr, et Bure-Soulaine, c'est tellement proche aussi, donc c'est des déchets qui sont différents, mais on va trouver là l'équilibre, c'est-à-dire qu'on va tout amener peut-être entre les deux, on va trier, puis on va envoyer ce qui doit aller à Bure, et puis ce qui doit aller à Soulaine, et puis on va créer des centres de triage, de compactage, je ne sais pas trop, donc on voit bien là le mécanisme il est en route, quoi. Et donc à côté de ça, vous pensez bien que celui qui vend des produits aujourd'hui c'est la qualité qui fonctionne. Je veux dire, le citoyen il attend une qualité, que ce soit alimentaire ou n'importe, et encore plus alimentaire, il est prêt à payer pour avoir cette qualité. Pensez-vous qu'on va pouvoir produire de la qualité à côté d'une poubelle nucléaire? En tout cas, même si on en produit, on ne pourra pas la vendre. L'image sera telle que personne ne voudra de ces produits-là. Donc, c'est des produits qui sont morts d'avance, quoi. Et donc, c'est ça que nos élus ne voient pas. Ils pensent que ça peut développer, mais ça ne développe rien du tout. Et on est en train de le démontrer. On parlait tout à l'heure, Jean-Marc Fleury, de République bananière. Après tout, on est encore sur un système un peu tiers-mondiste où finalement, on n'est pas sur du développement, mais sur de l'assistanat pur. C'est-à-dire qu'on se branche sur le tuyau
de l'argent qui coule, mais on n'est pas dans une logique de développement proprement dite. Non, là, je m'insurge contre ça. J'estime que c'est pas parce qu'on est des départements ruraux qu'on doit nous filer des poubelles comme seul avenir, quoi. Moi, j'estime que la ruralité doit être prise en compte, c'est un fait. On a une qualité de vie, on a des choses très intéressantes chez nous, il fallait qu'on les développe et il faut que l'État aide les départements comme les nôtres à se développer, mais pas en nous filant des poubelles. Ça, pour moi, il n'y a pas d'aménagement du territoire actuellement. Et malheureusement, quelle que soit l'alternance politique, il n'y a pas d'alternance politique sur le sujet. Tout le monde est d'accord, on va enfouir les déchets à Bure et on ne cherche pas à développer la ruralité ou à faire en sorte qu'elle dure, quoi. Paradoxalement, de nombreux territoires s'engagent aujourd'hui dans des projets TEPOS, acronyme de territoire à énergie positive, pour atteindre précisément l'autonomie énergétique. Oui. On est quasiment sur 2 planètes. Oui, alors qui se mélange un peu, parce que si vous passez en Meuse, vous allez voir énormément d'éoliennes. Et là, on se rend compte aussi, les éoliennes, il n'y en a plus maintenant qui se font en Meuse, ou très peu. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, l'éolienne rapporte plus d'argent à une commune que le stockage de Bure. Donc finalement, à un moment, on s'est arrêté parce qu'on a dit, si on continue, on va avoir des éoliennes partout. Même s'il y a quelques oppositions aux éoliennes, ça rapporte tellement d'argent aux communes. Et là, c'est de l'argent, je veux dire, qui ne bloque pas un développement. Ça fait une rentrée pour la commune et ça laisse possibilité à un développement, et plutôt que de le bloquer. Et ça crée de l'autonomie. Bien sûr, ça crée de l'autonomie. Et puis, ça peut amener, là, par contre, une image très positive au département. Alors, pourquoi on a fait ces éoliennes en Meuse et en Haute-Marne, surtout en Meuse, simplement pour casser l'image. Essayer de casser l'image de Bure, mais ça ne marche pas. C'est trop tard. On ne peut pas faire les deux. Jean-Marc Fleury, vous qui êtes au contact avec les promoteurs de cette énergie nucléaire qu'on essaie de nous vendre comme propre, or on sait bien que d'une part, permettant de garantir l'autonomie énergétique, ce qui est bien évidemment faux puisque l'uranium est importé et que nos déchets, on en a pour à peu près 6000 générations. Jean-Marc Fleury, qui sont les promoteurs ? Ce sont bien des femmes et des hommes qui se lèvent le matin, qui prennent un petit déjeuner, qui ont des enfants, qui les amènent à l'école. Qui sont ces personnes ? Et à vous entendre, ils sont d'une redoutable froideur et d'une efficacité terrible. J'ai du mal à savoir encore aujourd'hui qui ils sont, parce que je les vois, je les côtoie, je discute avec eux, et vous avez raison, ils semblent avoir une vie la même que la mienne, ils ont des enfants, et je sais pas, je pense qu'ils ont été formatés dans leur formation professionnelle, etc. Je pense qu'on leur a tellement bourré le crâne qu'ils finissent par croire qu'ils ont raison, ils finissent par croire qu'on peut engager une région, sur des millénaires, quoi, parce que c'est de ça dont il est question aussi. Petit père, qui es aux cieux ou bien ailleurs, pardonne-moi si je préfère ne pas croire en tes jours meilleurs. Quand je vois tout ce qu'on peut faire, au nom de Dieu, je suis pas fier. Petit père, qui es aux cieux ou quelque part, pardonne-moi si je prends pas part à ces rassemblements bizarres où chacun va se nourrissant et de ton corps et de ton sang. Petit père, qui es aux cieux ou au-delà, dans le firmament des bons dieux, entre Jésus, Vishnu, Allah, je veux pas savoir à quel jeu vous jouez en vous passant les plats. Petit père, qui es aux cieux ou en enfer, reste-y comme dit Prévert, et nous resterons sur la terre avec tous nos petits soucis, avec nos joies et nos misères. Sur la terre, où l'on croirait tomber des nues, quand elle s'offre en plein soleil, nous dévoilant monts et merveilles, et tant de beautés inconnues, de la moindre fleur à l'abeille. Sur la terre, où ça vaut bien le 7e ciel, cette petite mort qui tend les bras, quand l'amour nous donne des ailes, qu'on sait pas jusqu'où on ira, et si c'est un péché mortel. Sur la terre, où l'on s'en va croquant la pomme, tirer des plans sur la comète, et tant qu'il n'y a rien qui nous arrête, prêt à faire sauter tout le barnum, au nom de l'orgueil et de l'homme. Sur la terre, où se mesurent les nantis, aux malheureux, aux tout petits, où l'on fait son chemin de croix, avec les gueux, avec les rois, les moineaux, les oiseaux de proie. Petit père,
qui es aux cieux, est-ce que tu sais d'où viennent tant de méchanceté, tant de haine et de cruauté, tant de mépris et d'inhumain, tant de douleur dans le genre humain? Petit Père, qui es aux cieux ou bien ailleurs, pardonne-moi si je préfère ne pas croire en tes jours meilleurs, quand je vois tout ce qu'on peut faire au nom de Dieu. Je suis pas fier. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Prière iconoclaste de Geoffroy, déjà cité. Vous êtes le président de l'association des élus Grand Est opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs. Léodra, on vous écoute depuis un bon moment, on sent votre exaspération. Est-ce qu'on n'a pas parfois envie de baisser les bras et, je sais pas, d'aller passer le reste de sa vie sous les cocotiers? Si je vous disais le contraire, je mentirais. J'ai eu quelques passages un peu de découragement mais pendant ces moments où nous, on était peut-être moins actifs au niveau de notre association, il y a d'autres associations qui étaient toujours en place et donc finalement, on a eu quelques passages de silence, mais on est revenu et on revient toujours, je dirais, plus motivé. On ne peut pas combattre un projet comme ça pendant 20 ans comme je le fais, comme on est plusieurs à le faire, sans vraiment croire qu'on a raison. Enfin, sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté, parce que si on cumule le temps que j'ai passé à me battre contre ça, c'est du temps où j'ai pas vu ma femme, j'ai pas vu mes enfants, voilà, et tout ça pour, je peux vous le dire, énormément d'argent, bien sûr. On imagine que vous avez largement profité de la manne que vous évoquiez. Jean-Marc Fleury, est-ce qu'il est indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie, et puis aussi précisément votre parcours d'élu? Ce que je fais dans la vie, non, c'est pas du tout indiscret. Hein. J'ai une entreprise maintenant, je suis à mon compte. J'ai une entreprise de sécurité bâtiment. Donc la sécurité, quelque part, c'est ma vie, c'est mon métier. Et quand je vois les promesses qu'on nous fait, la Bure, et qu'il y a tellement de questions sans réponse, je peux pas tolérer ça. De la même façon que je peux pas tolérer qu'un salarié aille travailler, parte le matin au travail et rentre pas chez lui le soir. C'est exactement la même problématique, quoi. Donc pour moi, c'est incompréhensible cette histoire, cet entêtement. Votre parcours d'élu? Mon parcours d'élu, donc moi j'étais élu en 95. L'année de la création de Léodra, enfin de l'AEM à l'époque, c'était l'Association des élus meusiens. Et donc j'ai été élu en juin 95 et en septembre 95, c'est créé notre assos. Quel mandat? Alors j'étais conseiller municipal les 2 premiers mandats et ensuite j'étais maire pendant un mandat. Quelle commune? Varnay, après à côté de Bar-le-Duc, pas très loin de Bar-le-Duc. Mmh. Et donc finalement mon engagement a aussi correspondu à mon entrée dans la vie municipale, puisque je suis rentré dans une assoce d'élus et c'est... À l'époque, il y a eu un appel des élus qui avait été fait sur toute la Meuse et il y a quand même 800 élus qui avaient signé cet appel des élus. Donc on voit bien quand même qu'il y avait beaucoup d'élus qui étaient opposés à ce projet, ou en tout cas qui se posaient énormément de questions. Et lors de l'Assemblée générale de création de notre assoce, on avait 150 personnes. Donc c'était quand même important. Donc il y avait un vrai mouvement au niveau des élus. Il y avait une vraie opposition, je pense, qui existe encore, mais qui ne se manifeste plus. C'est mon point de vue. Est-ce que ça ne fait pas partie là aussi des stratégies, Jean-Marc Fleury, on le sait bien, le gouvernement successif joue le pourrissement, quelle expression terrible dans une démocratie. Ben oui, le débat, on nous le refuse. Moi, depuis que je milite, on me refuse le débat. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à discuter avec n'importe qui, parce que sur ce sujet, maintenant, depuis 20 ans, moi, je crains personne. Je veux bien débattre avec tout le monde, mais sauf que personne ne veut débattre avec moi. Donc c'est le problème. On dit oui, c'est des opposants purs et durs, et finalement c'est faux, parce qu'au niveau qu'on me fasse débattre avec ces gens-là, et on verra où est la personne qui ne connaît pas son sujet. On verra où elle est, et tout le monde s'en rendra compte, mais ils le savent bien. Donc c'est pour ça qu'ils refusent ce débat. Jean-Marc Fleury, quand on est capable comme ça d'inonder un département entier, vous parliez tout à l'heure, c'est évidemment une caricature, mais des trottoirs en or, on n'en est pas très loin. Vous n'avez jamais craint pour votre propre sécurité? Non, du tout. Moi, je suis quelqu'un d'assez instinctif. Enfin, je réfléchis pas, si je puis dire, quand je m'engage, et quand je m'engage, je le fais à fond. Donc non, j'ai jamais craint. Et puis, à l'usage, on a pu se rendre compte, nous, aux élus de l'association, que finalement, notre engagement n'était pas du tout pour nous un problème par rapport à l'élection possible, future ou pas. Donc je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand les citoyens votent, ils prennent un ensemble de choses en considération. Ils vous connaissent, surtout quand vous êtes élu municipal ou maire d'une commune, ils connaissent votre façon de réagir. J'ai fait 3 mandats dans ma commune, donc voilà, je crois que j'ai fait mes preuves. L'invité de Durablement Vôtre,
coup de gueule ou coup de cœur. Jean-Marc Fleury, président de l'association EODRA, l'association des élus du Grand Est opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs, c'est le moment de votre choix. On écoute. Ami, entends-tu l'argent qui muselle les consciences? Oh, les militants, compagnons, sympathisants, leur égard. Il faut à tout prix arrêter ce projet qu'on entrave. Ici, point de but, point d'atome, ni déchets, ni décrets. Ensemble, tous unis, soyons forts, refusons leurs poubelles. Et aussi géants, entendus, descendus pas, c'est la fronde. C'est extrait d'une vidéo réalisée à Bure le 7 juin 2015, le chant des 100 000 pas à Bure, pour illustrer votre coup de cœur, Jean-Marc Fleury. Oui, alors juste pour dire que quand j'ai vu coup de cœur ou coup de gueule, j'ai dit ça sera le coup de cœur parce que le coup de gueule, ça suffit. Ouais, le coup de gueule, j'en passe pas mal. On n'en peut plus. Ouais, j'en peux plus. Et puis je voulais parler de nos amis militants, de ceux qui nous ont quittés, des militants, parce que ça fait déjà 20 ans. Donc en 20 ans, il se passe des choses, la vie continue, et puis il y a des gens qui s'arrêtent, leur temps sur Terre s'arrête. C'est pour ça que ça me fait sourire quand on parle d'une telle durée de vie, et puis quand moi je vois ces amis qui sont partis, donc je me rends hommage à certains, mais je ne veux pas oublier personne. Donc. Mais je voudrais parler d'André Moureau, par exemple, André Moureau qui était géologue en retraite et qui nous a énormément aidés. André Moureau, c'est lui qui s'est lancé le premier sur la ressource géothermique et qui a fait un travail énorme sur ça. Et on a mis 15 ans avec le comité local pour prouver qu'il y avait bien une ressource. Et donc, on le doit à André Moureau. S'il n'y avait pas eu André Moureau, on n'aurait pas fait ça. Et travail de bénévole. Là, oui, de bénévole complètement, avec Paul Huvelin aussi, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Paul qui était aussi un géologue. Donc, des gens très compétents qui ont mis leur temps au service d'un combat parce qu'ils estimaient aussi, de la même façon que moi je peux le croire, que c'était une folie ce truc. Hein. Je pense à Irène Aubert, qui était vraiment une militante très active dans le Nord-Meusien, le canton d'Ain-sur-Meuse, et vraiment Irène avait fait aussi un travail énorme. Je veux saluer aussi Marilyn Menou, qui était à notre conseil d'administration, qui est décédée il n'y a pas longtemps non plus. Et vraiment toutes ces personnes je crois qu'on apporte tous notre pierre à l'opposition. On construit ce mur de l'opposition, et j'espère qu'on va arriver à le construire assez fort, assez haut, pour arrêter tout ça, parce que c'est vraiment... Donc voilà, moi c'était vraiment ce coup de cœur, c'est tous ces gens qui ont donné de leur temps, et puis il y en a encore, et puis moi j'espère que je verrai la fin de l'issue de tout ça, et j'espère de tout cœur qu'elle sera favorable à mes positions, à ce qu'on pense, nous, à l'EODRA, mais je ne sais pas du tout. Je n'en suis pas persuadé, on verra. Jean-Marc Fleury, l'opposition très vive à Notre-Dame-des-Landes, et finalement, ce que vous évoquiez, une certaine acceptation, une acceptation certaine même de la poubelle nucléaire de Bure. Est-ce que ça veut dire que les scientifiques, ou les sociologues peut-être, ou les enseignants, ou les chercheurs qui ont travaillé sur... précisément la non-réactivité, la non-réaction de la population, finalement, avaient raison? Oui et non, je pense qu'ils avaient raison, oui, parce qu'ils ont bien choisi le site quand même. Hein. Il faut reconnaître qu'ils ont bien choisi le site. Mais surtout, ce qui a été pour moi primordial, c'est le secret. S'il n'y avait pas eu le secret, ça n'aurait pas marché. Parce que moi, je peux vous dire que je suis allé dans énormément de régions après où on a voulu mettre le deuxième laboratoire. Et nous, quand on a eu l'information, on était déjà constitué en réseau, on a donné l'information, on a été invité. Et je peux vous dire que là, quand la population est au courant d'un tel projet et qu'elle dit non, les élus, ils disent non aussi. Et nous, en Meuse, on a eu ce désavantage que les élus ont dit oui avant que la population dise non. Et donc là, c'est très compliqué de faire revenir un élu sur son vote, sur ce qu'il a décidé. En même temps, c'est assez cohérent finalement avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie nucléaire, où finalement on a commencé à produire sans savoir ce qu'on allait faire des déchets. Ah bah ça c'est terrible ça. Et puis c'est la question qu'on pose tout le temps.
Quand je fais des réunions publiques, depuis 20 ans, c'est ce que j'entends. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Mais attendez, qui m'a demandé à moi ce qu'on allait en faire quand on a décidé de produire tout ça ? Personne. Tout le monde a dit, mais vous inquiétez pas, on a 40 ans devant nous pour trouver une solution. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution pour les déchets. On a des centrales vieillissantes qu'on veut à tout prix, à n'importe quel prix, continuer à faire tourner. Moi, je pense qu'on va vers l'accident nucléaire de toute façon. Et malheureusement, je crois que c'est ça qu'il va falloir pour que l'opinion publique prenne bien conscience du danger. On n'est pas plus intelligent que les Russes ou que les Japonais. Vous savez, Tchernobyl, Fukushima, c'est demain. Je ne sais pas ce que ça peut être en France, mais on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas si intelligent que ça. C'est ça qui... tout à l'heure me différencie, j'allais dire, des personnes qui travaillent dans le nucléaire et qui sont sûres de leur fait, tous ces gens qui sortent de l'école des mines, qui sont sûrs d'avoir raison, ils ne se posent plus de questions. Moi, je m'en pose. Je m'en pose et je n'ai pas toutes les réponses. Est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer que le projet CIGEO de poubelles nucléaires, qu'on va appeler très pudiquement le laboratoire, s'arrête, qu'on fasse marche arrière ? On peut l'imaginer ? Je pense que oui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique a pris vraiment une importance énorme dans toutes les décisions qui sont prises politiquement. Donc je pense que si l'opinion publique demain dit non à ce projet, on pourra l'arrêter. Bien sûr, plus on va mettre d'argent, plus ça va être compliqué. Mais moi, je crois en ça. Je crois vraiment au pouvoir. On parlait du quatrième pouvoir, la presse. Et puis, moi, je crois que l'opinion publique a pris maintenant plus d'importance que la presse. Et c'est peut-être aussi pour ça que les pouvoirs publics essayent de se servir de la presse pour museler l'opinion publique. L'émergence aussi peut-être des énergies renouvelables dont on se moquait à gorge déployée il y a quelques années encore et qui aujourd'hui montent en puissance. Ouais, on s'est moqué de nous aussi à gorge déployée alors qu'on disait exactement ce qui se passe aujourd'hui. Bon, vous savez, c'est désolant, tout ça. Et les énergies renouvelables, mais bien sûr que c'est l'avenir. Mais bien sûr qu'il faut prendre ce tournant. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Moi qui suis militant écologiste, politiquement engagé, je vais pas vous dire le contraire. Bien sûr que c'est l'avenir. C'est une évidence. Et il faut y aller. Il faut y aller très rapidement, de toutes nos forces et rapidement. Merci Jean-Marc Fleury pour cet entretien. Merci à vous de m'avoir accueilli, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de l'association EODRA, l'association des élus du Grand Est, opposée à l'enfouissement des déchets radioactifs, notamment la gigantesque poubelle nucléaire que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, tente d'imposer à Bure, dans le département de la Meuse, pour les 6000 générations à venir. Pour en savoir plus sur les enjeux de la poubelle nucléaire de Bure et l'association EODRA, rendez-vous sur son site à l'adresse www.stopbure.com.